Bonjour à tous. On est super content d'être là. En plus, la salle est quasiment pleine. C'est vraiment cool. Aujourd'hui, on va vous parler de métriques, de traces, en fait, d'observabilité. Et on va parler en particulier du framework OpenCensus. Alors, j'essaie de faire Next. Voilà. Moi, je m'appelle François Samin. Je viens de Rennes. Je travaille chez OVH et je suis dans l'équipe qui est en charge de la plateforme de Continuous Delivery. Et l'évangélisation des pratiques de continuous delivery. Donc l'observabilité, c'est pas directement lié, mais en fait, on trouve le sujet plutôt cool. Et surtout, on a eu à le mettre en œuvre dans le cadre d'un projet open source qui est notre plateforme de continuous delivery qui s'appelle CDS, que vous pouvez retrouver sur GitHub. Et je vous présente Benjamin. Bonjour à tous, on m'entend? C'est bon, on m'entend bien? Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Kounen, je viens de Belgique, c'est pour ça que le nom est un peu bizarre, souvent écorché en France d'ailleurs. Je bosse aussi dans la même équipe, Continuous Delivery, chez OVH, depuis quelques années maintenant, sur CDS aussi, et un autre outil qui a été présenté là, hier, qui s'appelle Venom, pour faire des tests d'intégration. Je peux pas dire mon âge parce que mon collègue ne voulait pas voilà, dire le sien. Exactement. Donc voilà. Alors, on n'aborde pas le sujet sensible. Spoiler alerte. En fait, l'année dernière, on a fait un talk sur le fonctionnement de l'escape analysis dans le compilateur Go. Tout ça pour dire que on expliquait finalement quels étaient les trucs astuces pour faire le moins d'allocation mémoire, pour que finalement le garbage collector ait le moins de boulot à faire et pour que votre application soit ultra performante. C'est un spoiler dans le sens où je donne la conclusion tout de suite. Faire des optimisations sans savoir quels sont les temps de réponse de l'application, si même il y a des problèmes de performance, en fait, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, en fait, on va vous présenter ce qu'il faut faire avant de commencer à optimiser, à savoir observer l'application. Donc concrètement, vous avez une API REST, c'est bien de connaître la latence. Alors en moyenne, c'est intéressant, mais la latence de votre API REST au 95 pourcentile, au 99 pourcentile, etc., pour identifier si éventuellement il y a un problème. Donc en fait, c'est de ça dont on va parler d'observabilité. Alors, qui n'a jamais entendu parler d'observabilité dans le monde des microservices? Ok, tout le monde en a entendu parler, super. Donc ça va être facile. Alors pourquoi l'observabilité? Pour ne pas être aveugle en production. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, il est sur Netflix, il est marrant. À un moment donné, ils conduisent des voitures avec les yeux bandés. En fait, parfois, on va en prod, on a développé, on a monté une stack de tests, et en fait, tout va bien, on déploie en prod, et là, ok, ça marche. En fait, comment ça marche? On sait que ça marche, on a écrit le code, mais comment ça marche? Est-ce que ça marche vraiment bien pour tout le monde? Donc l'observabilité, c'est ça, c'est finalement ne pas être aveugle en production, et c'est si on veut tester des choses en production, comment s'assurer que effectivement le test est bon et que reste bon dans le temps. Donc concrètement, l'observabilité, il y a un peu de littérature dessus comme d'habitude. Il y a ce bouquin qui doit faire une trentaine, quarantaine de pages par, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Cindy Sridharam. Bref, c'est un bouquin gratuit que vous pouvez trouver assez facilement sur le net, et il explique un peu tous les concepts de l'observabilité. Je vous conseille, on le trouve facilement. Ce qu'on se dit, c'est que l'observabilité, c'est pas du monitoring. En fait, le monitoring, c'est un morceau de l'observabilité. L'observabilité, c'est pas non plus avoir une équipe de SRE qui fait tout le boulot à notre place. L'observabilité, c'est vraiment un ensemble de caractéristiques qu'il faut penser, designer, implémenter. Et votre système, en fait, il doit offrir ces features qui vont permettre d'observer son fonctionnement en production. L'idée, en fait, c'est de responsabiliser l'ensemble des équipes aux problématiques d'observabilité en production. Et dès les phases d'études, dès les phases de développement, on va se rendre compte que c'est pas si trivial que ça en réalité. Où est-ce que je suis? Ouais, je suis là. Alors, comment implémenter, designer un système pour qu'il soit observable? On a parlé de monitoring, on a parlé de choses, on a parlé d'alertes. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut produire, qu'est-ce qu'il faut implémenter pour que le système soit observable? Alors, en fait, on va implémenter trois choses principalement. Des métriques,
des traces et des logs. Donc les logs, je pense que vous devez à peu près savoir ce que c'est. Les métriques et les traces, c'est vraiment là-dessus c'est ça qu'on va creuser aujourd'hui. Et si on prend notre exemple d'une API REST, bah on va mesurer sa latence, donc ça c'est une métrique. Ensuite, une fois qu'on aura identifié s'il y a des calls de l'API REST qui mettent plus de temps que d'autres, on va essayer d'identifier les routes de l'API REST et les cas métiers en fait, d'appel de ces routes qui posent problème. Donc pour ça, on va mettre en place du tracing et du tracing distribué, donc des traces. Et on aura besoin, pour comprendre dans le détail ce qui s'est passé à ce moment-là, on aura besoin de logs, mais ça, vous connaissez déjà. Donc finalement, les 3 piliers de l'observabilité, ce que vous devez implémenter dans un système observable, c'est des métriques, des traces et des logs. Donc commençons par le dernier. Alors là, ce qu'on va vous présenter, c'est... je vais le faire, t'inquiète. C'est comment on va pouvoir mesurer notre système quand il est en prod, parce qu'on a des montées de charge qui ne sont pas forcément visibles quand on est en phase de dev. En phase de dev, avant, il y a aussi tout ce qui est des analyses de nos sources, des analyses de performance au niveau statique, notamment Sonar Source qui fait ça. Et je ne dis pas ça parce qu'ils m'ont fait gagner un gros Toblerone hier. Du coup, on va passer à chaque partie, comme François le disait tout à l'heure. Là, on commence par les logs. En fait, on va pas trop aborder la partie log parce que généralement, je pense que presque la plupart des gens ont des logs sur leur API, enfin, j'espère. Et donc, je pense que c'est un peu connu. Et donc, c'est vraiment le seul moment où on va parler des logs et après, on reviendra plus forcément là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'un log brièvement, c'est du texte avec un timestamp. Et le contenu, donc le texte, il peut être soit brut, soit structuré. Par exemple, il y a du GELF ou du GELF, GIF ou GIF, je ne sais pas comment on dit, qui est un JSON normé, par exemple, qui est un format de log. Et pourquoi on se sert des logs généralement? Déjà pour ajouter plus de contexte, pour avoir par exemple des logs d'erreurs. Quand on a des erreurs, on a du contexte, on sait ce qui s'est mal passé en temps normal, si on fait ça correctement. Et ce qui est bien aussi avec les logs, c'est qu'on peut faire des recherches et les agréger a posteriori. Donc une fois que on a eu l'erreur, on va pouvoir rechercher pourquoi on a eu cette erreur-là. On va pouvoir regarder si on a eu beaucoup d'erreurs de ce type-là. Un exemple qu'on a eu récemment sur CDS, ce qu'on développe chez OVH, c'est que c'est la semaine dernière, on s'est aperçu qu'en fait on avait pas mal d'erreurs en prod, des erreurs de DB, donc des logs d'erreurs de DB. Et on n'avait pas ça avant, et du coup on a pu débugger grâce au log, entre autres. Et là on a vu qu'on avait pu faire une recherche et agréger pour voir que le fixe qu'on avait fait avait plus ou moins fonctionné. Du moins, il a fonctionné pendant un temps, quoi. Non, mais c'est parce qu'on a coupé l'application dans ce moment-là. Et du coup, maintenant on va passer aux métriques. Qu'est-ce que c'est? C'est assez simple comme donnée, c'est une donnée numérique par rapport au temps. Donc son contenu, ce qui est à droite là, c'est un timestamp et une valeur numérique. Ça peut être le temps en millisecondes, le temps de réponse en millisecondes, le nombre d'appels HTTP, le pourcentage CPU utilisé par exemple. Et ce qu'il identifie, son identifiant, c'est le nom de la métrique. Donc par exemple, pour le temps d'un call HTTP, on pourrait l'appeler HTTP request time, par exemple. Et on peut lui lier des labels. Les labels, en fait, ça va être super utile parce qu'on va pouvoir, grâce à ces labels, faire des recherches. Par exemple, comme label, on pourrait mettre la route sur laquelle on mesure le temps d'appel et la méthode, par exemple. On pourrait lui mettre un request ID aussi pour retrouver facilement. Du coup, les métriques, à quoi ça va nous servir? Comment on va s'en servir? Comme disait François tout à l'heure, on déploie en prod et généralement, on teste, on teste nous-mêmes. Et on voit, on se dit, bon, ok, ça répond, tout se passe bien, ça fonctionne plutôt bien.
Sauf que si ça se trouve, un utilisateur à côté va tester, ça va lui prendre 1 à 2 secondes pour loader, pour faire un call HTTP. Sauf que nous, on va pas s'en rendre compte, on va se dire que tout va bien. En fait, tant qu'on n'a pas les métriques, tant qu'on n'a pas les données pour savoir si ça se passe bien ou mal, on ne peut pas vraiment dire que tout se passe bien. Du coup, c'est là où vont intervenir les métriques. On va pouvoir, grâce à elles, observer, mais aussi pouvoir faire des alertes en fait. Par exemple, sur l'utilisation du CPU, on pourra mettre une alerte. Sur le temps d'une requête qui prend trop longtemps, on peut mettre des alertes aussi. Et en fait, généralement, quand on parle de métriques, les gens ont l'habitude de l'associer à des métriques un peu hardware du type pourcentage d'utilisation du CPU, la mémoire utilisée et tout ça. Sauf qu'en fait, on peut aller bien plus loin et c'est bien plus utile dans d'autres cas. Typiquement, nous, sur CDS, c'est un système de CI qui déploie, qui build, teste et tout ça. Et donc, on a des workers, des agents, qui vont se déployer sur des VM ou des Docker. Et nous, on veut que l'utilisateur, lorsqu'il lance un job, le temps d'attente pour que sa VM se lance soit très rapide. Par exemple, pour nous, au-dessus de 15 secondes, ça devient vraiment une mauvaise expérience pour l'utilisateur. Et du coup, on a mis ces métriques-là, le temps d'attente que l'utilisateur a. Et on peut faire des stats là-dessus et voir quand on diminue, par exemple, en fonction du temps, c'est qu'on a fait un changement qui a fait perdre du temps ou de la performance. Donc il y a ça, il y a le nombre d'utilisateurs, le nombre d'objets créés, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça, c'est plutôt des métriques business, et les gens, ils pensent pas toujours forcément. Ici, par exemple, j'ai mis des dashboards Grafana. Grafana, en fait, c'est vraiment ce qui va nous permettre de visualiser les métriques qu'on récolte. Ça va pas être Grafana qui va enregistrer en fait les métriques. Ça va juste nous servir à observer les métriques qu'on a récoltées. C'est des dashboards, en fait, on peut les faire un peu comme on veut. Il y a différents types de graphiques et tout ça, donc c'est plutôt sympa à utiliser. Dans l'exemple qu'on va vous montrer après, on va utiliser Prometheus et Grafana. Prometheus, c'est lui qui va en fait stocker les métriques. C'est lui qui va récupérer les métriques et tout ça. Et Grafana, il va plutôt utiliser les métriques qui sont stockées dans Prometheus pour qu'on puisse faire des beaux dashboards et des beaux graphes comme ça. Du coup, en fait, les métriques, ça va vraiment nous permettre de voir l'état de santé de notre système, on va dire ça comme ça, mais pas forcément trouver la cause. Tout à l'heure, avec l'exemple, on a un call HTTP qui prend, dans 10% des cas, qui prend plus d'1 seconde. Ok, grâce aux métriques, on le sait, mais on ne sait pas plus. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où est le bottleneck, on ne sait pas comment le trouver, on ne connaît pas la cause, quoi. Du coup, ça c'est mon moment préféré, c'est là où on en vient aux traces. Qu'est-ce qu'une trace? À quoi je pense quand on parle de trace en tout cas? À une bonne vieille trace, une bonne vieille trace de pneu. Alors je vais demander de changer d'image. Oui, voilà. Je suis un peu déçu. J'avais mis une autre image de trace de frein, mais c'était pas homologué par mon collègue, donc j'ai quand même voulu garder cette slide. J'ai combattu. Et donc voilà. C'est quoi encore le thème de Devoxx? Bien-être au travail, c'est ça? Ouais, je vois. Ok. Ok. Le respect de l'autre, tout Ouais. ça. Ah d'accord, ça marche. Du coup, si on parle de façon très simple d'une trace, qui a déjà fait ça sur ces applications? Lève la main. Ah les gars, Mais en fait, c'est bien, hein, c'est du tracing. je plaide coupable. Et encore là, ils sont bien faits en vrai, hein, parce que moi c'est coucou, prout prout, Ouais, mais c'est Devoxx, c'est un truc sérieux, du coup on a mis begin, end, mais normalement on met ici 1, Ouais. ici 2, ici 3. Ici 3, ici 4. Ah bref, c'est sympa. Du coup, en fait, ça pourrait être pris un peu comme une trace, parce qu'on va se dire, ouais, je vais mettre des logs, comme pourquoi ça passe pas dans cette fonction? Et on va mettre des logs pour vérifier que ça passe pas, alors qu'on sait que ça passe pas. Mais on va quand même mettre un log. Et en fait, là, on va loguer, ok, je rentre dans la fonction Intel, j'en sors, je rentre dans cette fonction et tout ça. On va loguer un peu comme une stack trace, quoi. Une trace, quoi.
Sauf que si on fait ça en production, déjà, bonne chance. Enfin, ouais, faut s'amuser quoi, pour pouvoir vraiment tout comprendre. Et c'est pas très industriel. Si à chaque fois vous devez ajouter les logs vous-même, ça devient un peu chiant. C'est pas très distribué. Donc là, on va parler vraiment du vrai concept de trace pour faire du tracing distribué. En clair, ça ressemble à ça. Il y a une notion d'ordre dans les traces et la notion de span. Une span, c'est une opération, un appel de fonction. Et on peut imaginer une trace un peu comme un arbre de span. Il y a toujours un nœud root, quoi. Donc un span root. Ici, par exemple, elle est en rose mauve, la première. Et des spans enfants. Ces spans, du coup, comme je disais, c'est un appel de fonction, par exemple. Sur ces traces, on peut aussi mettre des métadatas, comme je disais, pour les métriques, pour pouvoir les retrouver et faire des recherches dessus. Ça va nous permettre aussi, parfois, d'identifier si on fait, par exemple, on a des microservices, on fait un appel à notre API qui, derrière, va faire des appels à des microservices. On pourra reconstruire cette trace, enfin, le système, le back-end qui récupère les traces, pourra reconstruire cette trace et on aura vraiment toutes les étapes d'appel. Une trace, généralement, c'est scopé à une requête, comme un call HTTP, un call gRPC et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que dans les spans, donc dans la trace, on a les spans et on voit le temps que prend chaque span. On peut aussi mettre des commentaires sur les spans. On verra dans l'exemple juste après. Du coup, à quoi ça va nous servir et comment en vrai, à quoi ça ressemble en vrai? Euh, Si on reprend l'exemple tout à l'heure, on a notre call HTTP, on en a 10%, dans 10% des cas, il est lent. Eh ben, si on arrive à retrouver la trace des calls qui posent problème, on va pouvoir voir par où ils passent. On va même pouvoir les comparer par rapport à quand ça se passe bien, quand ça se passe mal. Et donc voir où se trouve le bottleneck, dans quelle fonction, et quel est l'appel de fonction qui va prendre du temps. Ici, par exemple, c'est un exemple qu'on montrera juste après dans la démo. On voit vraiment les appels qui s'enchaînent comme une stack trace, quoi, juste en bas, avec le temps que ça prend. Dans notre démo et dans la présentation, là, par exemple, c'est Jagger UI, donc c'est l'interface de Jagger. Jagger, c'est lui qui va récupérer les traces, les enregistrer. Derrière, en fait, c'est plugué soit un Elasticsearch ou un Cassandra. Et c'est développé par Uber, Uber, je crois. Uber, je pense, ok. Et voilà, c'est ce qu'on va utiliser dans la démo, on va en reparler après. Vas-y. Donc, un petit récapitulatif. Les trois piliers de l'observabilité. Donc, on a les métriques, les traces, les logs. Les métriques, ça va nous permettre d'avoir un peu l'état de santé de notre système, potentiellement en temps réel ou a posteriori. En temps réel, on va même pouvoir mettre des seuils, lever des alertes. Donc ça, c'est cool. En cas de problème, on a les traces qui vont nous permettre de comprendre, d'identifier le bottleneck ou là où il y a un problème, et les logs qui vont nous permettre d'avoir du contexte, de comprendre est-ce que le réseau était malade à ce moment-là, parce que c'est toujours la faute du réseau, ou est-ce que ça vient effectivement de notre code, ce qui est quand même très peu probable. Du coup, très concrètement, si on se mettait à coder un peu, enfin à coder, on va plutôt vous montrer du code parce que vous allez voir que finalement, si on commence à écrire des métriques from scratch, il y a quand même des petites choses à faire. Alors déjà, il faut savoir quelles métriques on veut faire. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'observabilité, il faut déjà un peu penser à ce qu'on veut observer, la manière dont on va pouvoir les observer. Donc on va d'abord identifier, créer les métriques. Ensuite, on va créer les tags. Par exemple, sur une API, sur un call d'une API REST, on va mesurer sa latence. Sa latence en cas de succès, en cas d'erreur. C'est important de savoir si c'est un cas de succès ou un cas d'erreur. Du coup, ça va être très concrètement un tag posé sur chaque mesure. Ensuite, il va falloir créer une vue pour exposer finalement toutes ces mesures. Donc la vue, par exemple, faire une distribution où on a
la latence dans 50% des cas, 90% des cas, 95, 99, 99,9% des cas, etc. Et après, il faut exposer les vues pour qu'elles puissent être agrégées par un back-end type Prometheus. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à enregistrer les mesures. Donc c'est quand même un peu fastidieux, vous allez voir que ça fait pas mal de boilerplate. Donc voilà, en Java, si on avait une fonction qui faisait quelque chose, mais qui peut échouer. Si on voulait mesurer la latence de cette fonction, qu'est-ce qu'on ferait ? Les 2 premières étapes, on commence par créer la mesure, qu'on va appeler latency, et un tag qu'on va appeler status, qui va nous permettre d'identifier les mesures d'erreur, les mesures de succès. On se crée aussi des petites fonctions helper pour pouvoir enregistrer après facilement ces mesures. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va exposer les mesures sous la forme d'une distribution. On va connaître la latence dans ces différents cas-là. Alors en fait, c'est important on pourrait imaginer que la manière de visualiser, finalement, de présenter toutes les mesures, ça va être le dashboard. Sauf que la création de la vue ici qu'on fait, ça nous permet de créer les métriques temporelles qu'on va envoyer dans le back-end Prometheus dans notre cas. C'est-à-dire que la latence inférieure à 6 secondes, donc ça je crois que c'est le dernier chiffre, et avec le statut error, c'est une mesure. Enfin, si on regarde le format Prometheus, c'est une ligne, enfin, c'est une série. Et si vous utilisez un cloud provider pour enregistrer, chez lequel vous balancez toutes vos mesures, en fait, souvent, il va vous facturer à la série. Donc, c'est important de savoir quelle série on expose. Donc, on aura une série de mesures pour la latence supérieure à 6 secondes et le statut erreur. On en aura une autre pour la latence de 6 secondes et le statut OK. Donc, on aura 2 chiffres en réalité. Donc, une fois qu'on a fait la vue, c'est pas fini, il faut exposer la vue. Donc ici, on expose la vue au format Prometheus, on lui ouvre un petit port HTTP et tout va bien. On a fini. Ah ben non, on n'a pas fini, on n'a pas encore enregistré les mesures. En fait, on n'a rien fait là. On a fait que du boilerplate pour nous dire « Ah, je vais créer des mesures à tel moment, tel truc, etc. » Donc si on revient sur notre fonction doSomething, pour enregistrer la mesure, on va utiliser les 2 petites fonctions utilitaires qu'on a écrites tout à l'heure. Pour enregistrer, dans les cas d'erreur et de succès, la valeur de la latence, tout simplement. Donc voilà, super, on a une métrique, une seule. Donc maintenant, il va falloir faire ça sur tout système. Ça fait quand même pas mal de code pour chaque mesure. Ah oui. Du coup, c'est la transition. C'est ton moment. Là. Du coup, en effet, ça fait pas mal de code. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'écrire ça, encore moins parce que c'est du Java. Du coup, c'est à ce moment-là que OpenCensus entre en compte. Qu'est-ce que OpenCensus ? Je vais le refaire. Qu'est-ce qu'OpenCensus ? En fait, c'est un genre de framework d'instrumentation. Ça a été inspiré par l'équipe Observability de Google, de l'utilisation que Google fait en interne des traces, logs et métriques. Et ça a été lancé début 2018, je pense. Et en clair, le but d'OpenCensus, ça va pas être d'avoir un back-end qui va récupérer les métriques, les logs et les traces. Ça va plutôt essayer de fournir tous les outils pour que vous puissiez créer les métriques, pour pas faire autant de boilerplate en fait, créer vos métriques, créer vos traces et tout ça, et que ça soit uniforme entre les différents langages et les différents projets en fait. Le but c'est vraiment de créer une uniformisation à ce niveau-là, et d'avoir différentes librairies pour tous les langages. Du coup, ils fournissent beaucoup d'instrumentation, beaucoup de boilerplate. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure, vous allez voir, on va pas devoir le réécrire, il le fait pour nous. Il n'y a plus de boilerplate du coup. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de langages supportés. Nous, par exemple, dans l'exemple, on l'a fait pour Go. Là, on l'a testé aussi pour Java.
Et ce qui est bien, du coup, c'est open source, donc il y a quand même une bonne communauté, pas mal de contributeurs. Et si votre langage n'est pas supporté, libre à vous de créer le support, quoi. Et ce qui est, ah oui, ils se disent aussi, ils veulent que ce soit vendor agnostique. Donc nous, on va utiliser les backends comme Jagger et Prometheus, mais vous n'êtes pas obligé. En fait, ils ont une notion d'exporteur pour qu'on puisse utiliser le backend qu'on veut. Encore une fois, ouais, c'est open source aussi, donc si c'est pas dispo, à vous de le créer. Et ça peut se plugger aussi à des providers cloud qui sont spécialisés dans ça, comme Datadog et tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est open source. Donc si on reprend l'exemple, un exemple qui utiliserait finalement OpenCensus, on va refaire un peu de Java, on va aller un peu plus loin cette fois-ci, on va faire des métriques, mais aussi des traces qu'on enverra dans Jagger. Donc on commence par deux petites fonctions pour initialiser un peu tout le bousin. Le premier, initialiser le tracing. Donc en fait, on dit, maintenant on va tracer 100% des 100% des cas et on enverra les traces sur Jagger et on va aussi enregistrer des métriques et on va les envoyer vers Prometheus. Voilà, ça c'est le boilerplate. Donc vous faites une fois sur votre application. Ensuite, là on fait un client HTTP qui va appeler une API quelconque. On va utiliser l'instrumentation OpenCensus du client HTTP de Jetty. Donc en fait, on utilise le OC, alors tout ce qui est préfixé OC, du coup, c'est OpenCensus, OC Jetty HTTP Client. Et en fait, le fait qu'on utilise ce client HTTP, ça va automatiquement exposer, enfin, calculer un certain nombre de métriques comme le nombre de requêtes effectuées, le volume du trafic envoyé et reçu, la latence, enfin le round trip latency, la latence au niveau réseau, ce genre de choses. On va aussi avoir des traces et qui vont nous permettre d'identifier l'appel HTTP qui est fait, donc l'URL, la méthode, le status code, ce genre de choses. Et on va surtout avoir la possibilité de propager les identifiants de corrélation qui vont nous permettre de faire du tracing distribué. Donc à un moment donné, si vous voulez faire du tracing distribué, donc avoir des traces qui traversent plusieurs microservices, votre trace, elle commence par une première span, ce que disait Benjamin tout à l'heure, la span route. On crée à ce moment-là, OpenCensus va créer pour vous un identifiant de corrélation. Et si vous utilisez, par exemple, un client HTTP qui supporte OpenCensus, instrumenté avec OpenCensus, ce client HTTP, du coup, va propager les identifiants de corrélation et s'assurer que finalement, on ne perde pas l'identifiant de la trace route, de la span route, pardon. Voilà, on accélère un peu parce que le temps file. On va passer sur notre exemple, notre démo. Oui, du coup, on a fait une démo très belle. D'ailleurs, ça serait cool si certains d'entre vous peuvent aller sur le lien, ça nous créera du trafic et tout ça. Du coup, à quoi ça ressemble au niveau architecture? On va taper directement sur une API, l'API main server. C'est quoi le but de l'API? C'est de renvoyer des fortune cookies, donc c'est des citations et tout ça, aléatoires. Le main server va appeler son microservice Fortune Server qui, lui, va chercher dans une base Postgre les Fortune Cookies qu'on avait enregistrés au préalable. La base Redis de main server, en fait, elle est utile parce que on utilise aussi des cookies de session, des vrais cookies, des cookies HTTP de session. Et du coup, on a un cache de 30 secondes et quand il y a le cookie, on va chercher dans le Redis le cache et on n'appelle pas Fortune Server. Côté instrumentation, du coup, on a Jagger, comme je disais tout à l'heure, qui est sur les deux microservices pour le tracing. On a Prometheus pour les métriques. Et on a Grafana qui va afficher les métriques qui sont sur Prometheus. Donc c'est le moment où je dois faire un truc compliqué. Je dois passer en mode miroir pour qu'on comprenne quelque chose. Voilà. Ça s'est bien passé. C'était le moment dur de la conf. Donc vous êtes peut-être tombé sur cette page et là vous constatez tristement qu'en fait il y a le cache, en fait il y a le cookie de session qui fait que le premier appel il est aléatoire et puis après pendant 30 secondes vous avez toujours le même Fortune cookie.
Voilà, donc ça c'est la prod. On allait très très loin au niveau expérience utilisateur. Ce qui nous intéressait, c'était surtout, déjà dans un premier temps, les métriques que tout ça peut produire. Qu'est-ce qu'on peut observer? Ouais. Et là, par exemple, on va se dire, bah ok, tout se passe bien parce que ça répond assez rapidement. Est-ce qu'on créerait pas du trafic? Ouais, je vais utiliser mon outil de benchmark préféré, Infor, Anchor. Boum. Voilà. Et ouais. 2019, les gars. Du coup, si on va sur notre dashboard Grafana, on a un beau petit dashboard qu'on a créé nous-mêmes, assez simple, avec à gauche le nombre de requêtes qu'on envoie, autant sur Fortune Server que sur Main Server, donc sur les deux microservices. À droite, on a le temps de latence d'une requête seulement sur Main Server. C'est en percentile. Alors par exemple ici, on peut s'apercevoir que dans 90% des cas, Pardon? 90% des cas, on est en dessous de 500 millisecondes. Par contre, il y a 10% des cas où on est au-dessus de 1,5 secondes. Donc c'est l'exemple qu'on essayait de vous expliquer tout à l'heure. Mais ça doit être le réseau, c'est parce que la base elle est super loin, non? Ouais, ça doit être le réseau. Moi j'aime bien cette excuse. Et du coup, en fait, il y a vraiment un souci, on s'en rend compte. Si on avait juste affiché une moyenne, en fait, bah, on s'en serait peut-être pas rendu compte. Du coup, c'est bien aussi de faire des graphes comme ça. Bah, maintenant, on sait que ça va pas bien, mais on sait pas pourquoi, etc. Du coup, c'est François. Ouais, juste un mot, un truc marrant sur le widget de droite, c'est le nombre de coroutines dans Prometheus, parce que les outils qui permettent de faire de l'observabilité sont eux-mêmes observables. Ce qui est magnifique. Ouais. Voilà, donc on a des cas qui prennent 1 seconde 6, c'est énorme, mais le réseau, il y a vraiment un problème. On va quand même vérifier que c'est bien le réseau. On va essayer de trouver des traces correspondant à ces appels ultra longs. C'est quand même beaucoup pour un Fortune Cookie. Donc voici Jagger. Jagger, ici on peut sélectionner les services qui émettent des traces. Donc on retrouve Jagger lui-même, qui lui-même est observable. Génial. Le main server, donc c'est le serveur principal, c'est ce qu'on va regarder. Alors, je vais sélectionner ça, je vais refaire une recherche. Ok. Oh, il y a des erreurs et tout, c'est marrant ça. On va regarder un cas qui se passe bien déjà. Le premier. Ah non, il y a une erreur. Oh non, qu'est-ce qu'il y a comme erreur? C'est fou. Mais il y a des erreurs tout le temps en fait. Ça va ton cœur? C'est mon cœur qui est cassé. Non? Ah non? Ok. Pourquoi pas? La magie du direct. L'effet des mots. Bon, c'est pas grave, on va quand même regarder une avec une erreur. Un timelapse plus. Ah ouais, je vais regarder un qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ce sera coupé au montage, hein, je pense. Là, l'exemple d'une trace, parce que Prometheus fait des appels à notre API pour récupérer les métriques. Donc on a les traces des métriques. C'est intéressant aussi. Non, on va quand même en regarder une ici. Voilà. Là, en fait, moi, je pense que mon Redis est mort. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, on a eu un problème réseau. Et donc, on peut retrouver la trace. Et comme quoi, l'instrumentation est bien faite parce que, or, on n'a pas écrit de code pour tracer les appels à Redis, mais on a utilisé un client Redis instrumenté par OpenCensus. Alors c'est de la complète impro, mais je l'avais jamais vu ce truc, mais c'est quand même cool parce qu'on retrouve ici, en fait, finalement c'est un peu le log, mais le client OpenCensus, le client Redis instrumenté avec OpenCensus a remonté du coup dans la trace les erreurs, ce qui est plutôt pas mal aussi pour diagnostiquer. Ce serait bien de trouver un qui marche quand même. Attends. Ah, mais t'as une limite de. Ah, mais oui, c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup trop de trafic. Mon Docker, il a pas tenu. C'est toujours la faute des autres.
Là, il doit y en avoir. Ça c'est une trace qui a marché. Donc quand le Redis était encore en vie. Vous avez fait tomber mon infra de prod. Vous êtes des fous. Donc on trouve donc la span route en fait qui est le début de la trace, qui est l'appel à mon handler HTTP qui est ici. Donc on voit que c'était un appel sur le chemin slash, le get sur mon IP. On voit ensuite j'ai créé des spans un peu métiers, voilà, pour dire qu'il y avait un nouveau session ID. Ça c'est quelqu'un d'entre vous? Ah non, ça c'est les traces de tout à l'heure. Et on voit qu'on a changé de microservice, on est passé de main server à Fortune server. Et ici, on a fait un appel à notre base. Donc on voit ici la requête qui est faite. Encore une fois, on n'a pas écrit de code. Il faut nous croire sur parole, mais on pourra montrer le code après. Hein. On n'a pas écrit de code pour finalement remonter les informations dans Jagger. On n'a pas écrit nous-mêmes les traces, enfin toutes ces mesures, mais c'est vraiment l'instrumentation du client Postgre qu'on a utilisé, qui est fourni par OpenCensus, qui est prêt sur l'étagère, vous l'utilisez juste, ça marche, qui remonte toutes ces informations dans l'espace. Donc là, c'est plutôt mal. On voit que après, on a un appel quand Redis fonctionnait, paix à son âme. Et on voit finalement une trace qui marche. Donc c'est un peu une trace de référence, 300 millisecondes, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer. Bonne chance. Ouais, bon chance là. Descends plus bas. On va en comparer une. Voilà. Ici, une qui a pris. Oh, magnifique. Une qui a pris 300 millisecondes, une qui a pris plus d'une seconde. On va les comparer pour identifier les. A priori, c'est le même call HTTP, on est bien sur la même route, mais il y a eu un comportement différent. Donc, on va comparer pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ces deux appels. C'est quand même pas de bol, hein. Une seconde, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Suspense. Donc, quand c'est en gris, merde, voilà, pardon, c'était ici. Quand c'est en gris, c'est que c'est identique. Voilà. On voit qu'au bout, il y a des choses en rouge. Et en fait, on voit que dans un cas particulier, on a fait des... Qu'est-ce qu'on... Attends, je vois pas bien, on a fait quoi? On a appelé la NSA. C'est intéressant, c'est toi qui as codé ça? Ouais. C'est fou ça. Je suis un petit pirate. Et donc c'est probablement ça qui prend une seconde. Faire un appel sur nsa.gov, ça doit prendre une seconde, c'est quand même dingue. On va quand même creuser le point. Est-ce que c'est vraiment ça qui prend du temps? Donc on va regarder donc, la trace en arrière, donc c'est bien celle qui met plus une seconde. On ouvre la trace, on voit effectivement qu'on a appelé la NSA, et c'est pas une blague, on a vraiment appelé la NSA. Mais en fait, c'est pas l'appel de la NSA qui a pris du temps, parce que bon, ils ont quand même quelques serveurs HTTP, donc ça a répondu en 30 millisecondes. C'est pas sur un Docker C'est pas sur un Docker, je pense. Enfin, pas sur le mien. Par contre, on voit ici qu'on a des annotations. Et moi, je me souviens que j'avais mis un slip dans le code pour tester un truc et j'ai dû le laisser avant de partir en prod. Du coup, c'est ça qui explique la latence, c'est qu'en fait, j'avais laissé un slip aléatoire dans le code pour générer de la latence et pour faire cette magnifique démo qui a été un franc succès. Voilà. Toujours retirer son slip. Toujours retirer le slip avant de partir. Merci pour cette magnifique blague. On avait dit, on fait pas de blague sur l'âge, pas sur le slip. On a tout raté. Non, blague à part, ce qui est intéressant, c'est que l'instrumentation en fait nous permet de faire plein de choses assez automatiquement. On n'a pas écrit des masses de code pour ça, on a juste utilisé des briques sur l'étagère OpenCensus. Qu'en plus de créer des métriques, des traces, ça met plein de labels, ce qui fait qu'on peut faire des recherches. Par exemple, je pourrais faire toutes les recherches des calls sur http://url égale nsa.gov et ça me retournerait la liste de ces appels. Donc c'est vraiment un outil ultra puissant, Jagger, pour identifier et comprendre les cas fonctionnels. Un dernier point. Alors là, c'était très facile pour deux raisons. La première, c'est que c'était quand même un cas bidon et que pour comprendre finalement le cas fonctionnel, j'ai regardé les annotations qui étaient mises sur les traces. En vrai, vous aurez besoin des logs pour vraiment comprendre c'était quoi le contexte de cet appel, qu'est-ce qui se passait à un moment sur l'application. Donc les logs, c'est un élément dans le triangle de l'observabilité qui va vous permettre de croiser les informations. L'autre raison pour laquelle c'était facile à identifier, c'est qu'on a tracé, en fait, le vrai terme c'est sampler, on a samplé 100% des traces. C'est-à-dire que 100% des appels qui ont été faits, on les a enregistrés, envoyés dans Jagger. Dans la réalité, ce n'est pas ce que vous allez faire.
dans la littérature, on voit que le bon dosage de ce qu'il faut enregistrer comme trace, c'est entre 5 et 10% de votre trafic. 10%, c'est déjà pas mal, hein. C'est plutôt 5-7%, 10% si vous n'avez pas trop de trafic. On considère qu'à 10%, vous avez quand même des traces qui sont un peu représentatives de votre production. Il y a une autre approche qui est possible, c'est de tracer à la demande. Nous, c'est l'approche qu'on a prise. On utilise des mécanismes de feature flipping. Quand on a un utilisateur qui nous dit « Ah, j'ai tel use case, machin, qui prend du temps », on utilise un ami pour faire du feature flipping, on active les traces sur son namespace. Et du coup, l'ensemble du trafic qui passe sur son namespace est tracé dans Jagger. Ça évite de monter une infra Jagger gigantesque, parce que ça peut être assez costaud si vous avez beaucoup de trafic. Donc voilà, les logs, on l'a montré que les métriques et les traces, mais les logs, c'est quand même essentiel pour comprendre vraiment le contexte de votre application. On va revenir sur les slides qui sont là, du coup, ici, du coup, là. Magnifique. Du coup, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un Open Tracing, mais avant OpenCensus, il y avait le même genre d'initiative qui s'appelle Open Tracing. On voulait vous en parler, sauf que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ils ont fait un tweet, ils ont annoncé qu'ils allaient merger les 2 projets, donc OpenCensus et Open Tracing, et pour avoir des objectifs communs. Et en même temps, ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient intégrer aussi les logs dans OpenCensus pour gérer les logs. Donc c'est plutôt cool. Il nous reste 3 minutes pour les questions. On vous remercie. Merci. Et, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Question là-bas. Bonjour. C'est quoi l'overhead? Vous avez détecté quel overhead en utilisant OpenCensus? Alors, il y a un overhead sur l'ensemble de ton système parce que ça va générer du trafic réseau et ce genre de choses pour envoyer tes traces, tes métriques, tout ça. Tel que c'est implémenté dans OpenCensus, en fait, tout se fait en asynchrone. C'est-à-dire que les métriques, elles sont collectées, mais elles ne sont pas envoyées directement. Donc, il y a forcément un overhead parce qu'il y a un peu de code qui est rajouté. Mais finalement, pas grand-chose parce que les informations ne sont pas envoyées directement. Il y a un système d'agrégateurs et de collecteurs qui sont faits en asynchrone dans l'ensemble des langages. Et c'est ces agrégateurs qui envoient au collecteur Jagger, qui eux-mêmes sont asynchrones, qui derrière envoient à Jagger. Ton overhead aussi va dépendre du langage que tu utilises forcément. C'est pour ça aussi que le sampling, les 5-10% dont on parlait, a aussi un intérêt par rapport à ça. C'est que en fait, l'instrumentation détecte si ta trace elle est samplée ou pas via la trace parente. Si elle n'est pas samplée, en fait, ça va pas plus loin dans cet overhead. Mais forcément, il y a un petit overhead. Et non, on l'a pas mesuré. Et en fait, ça nous rend plus de services que ça nous a rajouté d'overhead. Bonjour, merci pour la présentation déjà. Moi, j'avais une question plutôt d'un point de vue OpenCensus et anonymisation. Clairement, on voit bien qu'il y a des traces qui sont faites sur des get, puisque là on était dans le cas d'un get, mais dans le cas d'un post, potentiellement on peut avoir des données ou des informations de personnes. Est-ce qu'au niveau OpenCensus, il y a cet élément pour essayer d'anonymiser certaines données ou ce genre de choses? Alors, excellente question. Je t'avoue, j'ai pas regardé. Alors, le premier point à regarder, c'est est-ce que finalement, enfin, le body ou les headers, est-ce qu'ils vont être transmis? Alors, les headers, oui, ils le sont. Le body, je pense pas qu'il soit transmis. Par défaut, sur l'étagère, je crois pas qu'il y ait de mécanisme qui permettent finalement d'altérer ou de masquer la donnée. Après, moi, j'ai surtout regardé le code Go d'OpenCensus. Il est assez bien construit. Et, je pense que c'est le cas dans tous les langages. Et c'est assez facile finalement de rajouter, tes briques à toi finalement pour modifier les tags. Parce que c'est essentiellement là-dessus, ça qui va t'intéresser, les tags, les notations, ce genre de choses. Donc je pense que tu utilises tel que, en fait, ce ne sera pas anonymisé, mais je pense qu'il y a moyen de le faire assez facilement. Bonjour, merci pour la présentation. Sur mon projet, j'ai eu l'occasion d'utiliser Micrometer. Si je comprends bien, si on peut essayer de comparer un peu, OpenCensus offre la partie trace en plus
Est-ce que c'est juste ça? Est-ce qu'il y a d'autres différences marquantes? Alors, je ne connais pas le produit, le framework dont tu parles, donc je ne pourrais pas faire de différence, enfin de comparaison, mais OpenCensus, vraiment, on va voir comme une distribution d'un ensemble de librairies dans plein de langages qui va te permettre de composer ton observabilité. C'est pas un produit fini, c'est vraiment, c'est un toolkit, quoi. On a Metrix, Trace et peut-être, si j'ai bien compris, Log C'est ça. dans le même produit. Il y a des librairies Ouais. pour les métriques, pour les traces, et j'espère bientôt pour les logs. Du coup, plus de temps pour les questions. C'est Si fini. vous Merci avez des beaucoup. questions, on reste dispo. Merci.